Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui c'est un peu spécial, j'ai une mini imprimante qui fait des petites étiquettes. Et en fait l'alimentation est tombée en panne. Donc c'est cette alimentation là. Lorsque je la branche, je dois avoir la LED qui s'allume. Et là j'ai même plus la LED qui s'allume. Donc je branche, hop, et vous voyez, la LED elle reste éteinte. Donc tout est bien branché dessus. Donc moi c'est une imprimante Dymo. Voilà, là on voit mieux. Une imprimante Dymo. Le modèle c'est DSA-42DM-24. Alors c'est une alimentation de 24 volts avec un courant de 1,75 ampères. Donc on va démonter l'alimentation. Je ne sais pas encore comment je vais l'ouvrir. Et je reviens juste après pour voir comment c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dedans. Si c'est réparable, c'est pas sûr. Alors pour l'ouvrir, il faut enlever les petits capuchons que vous avez ici. Et il y a deux vis cruciformes qu'il faut dévisser. Alors j'espère qu'il n'y a rien sous l'étiquette. Je vais d'abord enlever ça, puis je vais vérifier. Bon, alors voici l'intérieur. Donc ça c'est côté soudure. Et côté électronique. Méfiez-vous à ce condensateur là. Ne pas toucher la plaque ici. Parce que ça c'est relié sur la borne du condensateur. Et on est aux alentours de 310 volts dessus, voire 317. Donc méfiez-vous si le condensateur est resté chargé. Pour commencer, moi, avant de vérifier la partie primaire et tout ça, j'ai vérifié s'il y avait une tension justement sur ce condensateur-là. Donc j'ai mis calibre le plus gros. Alors celui-là c'est un petit multimètre, hein, il va que jusqu'à 250 volts en continu. Donc ça c'est le symbole du continu. Ça c'est le symbole de alternatif. C'est une petite vague. Donc nous on se met ici et j'ai mesuré 39 volts sur le condensateur. Alors si vous mettez votre multimètre dessus, ne vous mettez pas sur la pin du condensateur, puisqu'il y a un vernis dessus. Si vous le mettez la pointe de touche dessus, vous allez avoir 0 volts. Il faut se mettre juste à côté, ici, sur la soudure. C'est relié, c'est la même piste. Et là, vous pouvez faire la mesure de tension. Donc, de ce côté-là, c'est bon. Ça me dit déjà qu'au niveau primaire, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, la première chose à regarder, niveau secondaire de la lime, donc tout ce qui est ici en haut, les condensateurs ne sont pas bombés. Parce que c'est une des pannes qui arrive tout le temps. Donc non. Ensuite, j'ai pris mon multimètre ici. Vous avez 3 pattes. Vous avez une double diode qui est fixée sur le dissipateur. Donc voilà, là on voit mieux. Pin 1 et pin 3, elles sont reliées ensemble. C'est normal, ça va sur le transformateur. Par contre, pin 2, celle du milieu, c'est ce qui va nous fournir la tension positive en sortie. Donc, en mode diode, je teste et j'ai un court-circuit sur la patte numéro 2 et la patte numéro 1 ou 3. C'est au choix, vous prenez la patte que vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est maintenant, je vais venir dessouder ma double diode. Pour l'enlever, il faut dessouder les soudures qui tiennent le dissipateur ici que vous voyez en alu. Donc, voici la double diode que j'ai dessoudée. Elle a 3 pattes. Donc, pin 1, c'est la première qu'on voit ici à gauche. On a l'anode de la première diode. Ensuite, pin 3, c'est celle qui est à droite. On a l'anode de la deuxième diode. Et par contre, la patte du milieu, ce sont les deux cathodes des diodes de redressement que l'on a. Donc, cette double diode, bon, pas cette référence-là, mais on la retrouve dans plein d'appareils, dans toutes les alimentations à découpage. On a souvent une diode comme ça, enfin une double diode, pour le redressement. Donc ça se fait exactement pareil pour le test, pour savoir si elle est bonne ou pas. Donc ça c'est le symbole qui fait bip bip, mais sur ce multimètre là, c'est également le calibre pour le test de diode. Donc je me mets sur pin 1 et pin 2. Donc là j'ai 274, d'accord.
Ensuite, je remets ma pointe de touche sur la pin 2 et la pin 3. Et vous voyez, là, j'ai un court-circuit direct. Je suis, si je me mets en ohms, le plus petit calibre, c'est 200 ohms. Alors, bien sûr, vous voyez pas. 200 ohms. Si je mesure, je vais avoir une résistance très faible. Je suis à, ouais, on est à 1 ohm, quoi. On est en court-circuit entre la patte du milieu et la patte de droite. Donc, cette diode-là, elle est HS dans le boîtier. Donc, il va falloir la changer, bien sûr. Donc, la MBR 1060C, alors ça, on en trouve partout dans les alimentations à découpage pour ordinateur. Toutes les alimentations bas de gamme, on a au moins cette double diode dedans. Alors, ici, ça va être particulier. Pour pouvoir changer cette double diode, eux, ils ont mis un rivet. C'est pas un cruciforme, hein, c'est pas une vis cruciforme, c'est un rond, c'est un rivet. Donc il va falloir, à l'aide d'une perceuse, qu'on vienne percer le rivet pour pouvoir l'enlever. Et après, pour remonter cette double diode, il va falloir qu'on utilise une toute petite vis ainsi qu'un écrou pour pouvoir bien fixer la double diode sur le petit dissipateur en ferraille là. C'est même pas de l'alu, c'est un bout de ferraille. Voilà, je vais aller chercher dans mon stock cette double diode. Et puis après, je vais percer de ce côté-là pour enlever le rivet. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors j'ai pris un petit fourré de 2,8. Vraiment un petit fourré. Et puis j'ai percé tout simplement pour enlever le rivet. Donc ça, c'est la double diode. Donc c'est une MBR 1060C. Alors, j'en ai trouvé une. Alors c'est d'occasion parce que c'est pour moi, donc je m'en fous, je peux mettre un composant d'occasion. Donc c'est MBR 2060CT, ça va parfaitement. En fait, au lieu d'avoir 2 fois 5 ampères, 5 ampères par diode, ça fait 10 ampères, d'où le 10 ici. En fait, là, on est à 2 fois 10 ampères sur la nouvelle diode. Alors moi, j'ai pris une MBR 2060CT, donc j'ai 2 fois 10 ampères. Donc ça peut être que mieux. Donc là, dans notre montage, ce n'est pas gênant de mettre une double diode qui soit un peu plus costaud. Ça, c'est pas un problème. Donc maintenant, on va prendre une petite vis, une petite entretoise, un petit écrou, et puis on va revisser ça. Donc il faut prendre vraiment une petite vis pas longue. Alors, après avoir changé la double diode, l'alimentation ne démarre pas très vite. Il faut attendre plusieurs secondes avant d'avoir la tension. Donc en fin de compte, le problème, il vient du condensateur C2 qui est ici. Donc ce condensateur, il sert au démarrage de l'alimentation. Donc si ce condensateur-là est faiblard, eh bien, votre alimentation va mettre soit plus de temps à démarrer, ou alors ne pas démarrer du tout. Donc c'est un 22 microfarad 50 volts. Et moi je vais mettre à la place un 22 microfarad, toujours pareil, mais en 63 volts. Donc le 63 volts qui est écrit sur le condensateur, c'est uniquement pour indiquer la tension maximum que peut supporter le condensateur à ces bornes. Ça ne veut pas dire que la tension sera celle qui est écrite dessus à ces bornes. Bien au contraire. Ici, c'est un 50 volts qui est d'origine et on est aux alentours de, on va dire, 20 volts. Donc là, pour changer ce condensateur, c'est un 50 volts. Donc je peux mettre une tension plus élevée, genre 63 volts comme dans notre cas, ou alors 100 volts, 160 volts. Je peux aller au-dessus encore, ça ne changera rien au fonctionnement. Du moment que je ne touche pas à la valeur du condensateur, qui est de 22 microfarads. Donc si je mets par exemple un 10 microfarads, ça ne pourra pas aller. Il faut que je mette un 22. Par contre, je peux mettre une tension au-dessus, mais je ne peux pas mettre une tension inférieure. Si sur votre condensateur c'est écrit 50 volts, il ne faut pas mettre un condensateur de 25 volts, parce que celui-ci cramera aussitôt.
Alors, j'ai soudé 2 fils ici. C'est tout simplement parce que je me sers du GND ici et du VCC, donc ce fil-là, pour mesurer la tension de sortie. C'est plus facile que de me mettre sur le cordon directement. Là, je mets mes grippe-fils dessus et c'est bon. Donc, on va changer le condensateur de 22 microfarads. Je vais le souder. Et après, je vais refaire une mesure en tension pour voir si l'alimentation est bonne ou pas, si elle démarre. Le condensateur a été changé. J'ai mis mes pointes de touche sur les bandes contact. J'ai mis mon multimètre, alors je recule un peu, en mode tension continue. Et j'allume. Donc là, visiblement, j'ai un problème dans la régulation de notre alimentation. On va voir le schéma tout de suite que j'ai fait à la main pour essayer de voir et comprendre un peu ce qui se passe. Alors voici le schéma. Vous voyez, il prend toute la feuille. Donc on a l'entrée ici de la prise électrique, le 220 volts, 240 volts. On passe par une thermistance et un fusible de 2 ampères temporisé. Ensuite, on passe par le filtrage, un condensateur de filtrage et une double self. On arrive au pont de diode, le KBP 206. Et ensuite, on a le condensateur 100 micro 400 volts. Donc, à ces bornes, on est aux alentours de 318 volts, à peu près 320 quoi. Alors, vous voyez, ici, on a le bobinage primaire. Et ici, on a un petit bobinage secondaire qui est du même côté que notre bobinage primaire ici. Donc, si on reprend l'alimentation, alors, ici, vous avez le secondaire. Ici, on a le primaire. Et là, on a le petit secondaire qu'on retrouve du même côté que le primaire de l'alimentation. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Donc, après, c'est une alimentation à découpage. On a un circuit intégré qui vient créer une fréquence ici pour commander mon MOSFET Q1. Donc je passe par le drain au niveau du bobinage, je ressors par la source, et là il y a tout un tas de résistances de très faible valeur. On est à 0,15 ohms par résistance, et on retourne au GND primaire. GND primaire, il est ici. On le retrouve ici. Ne pas confondre le primaire et le secondaire qu'on retrouve ici, ici, qu'on retrouve là. Ça, c'est le secondaire. Et c'est pas le même GND. Il faut pas se mettre, par exemple, pour prendre une mesure de tension, faut pas prendre le GND ici et prendre un plus ici, par exemple. Parce que là, ça va pas aller. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir dessus? On peut voir que pour le démarrage de l'alimentation, on passe ici par 2 résistances de 1 mégaohm. Et le point milieu va venir ici, passer par un 22 microfarads 50 volts C2. C'est le condensateur de démarrage. Donc si lui il est HS, votre alimentation ne va pas démarrer. Ou alors va mettre trop de temps à démarrer. Et ensuite on arrive en pin 5 du circuit intégré. Donc le circuit intégré, alors je prends quelque chose pour pas me prendre... Il est juste ici, c'est U1. Vous voyez, il y a 6 pattes dessus. Je peux pas zoomer plus. Ensuite, une fois que l'alimentation ici est établie, qu'on a un plus 24 volts en secondaire, eh bien je vais avoir ici une tension que je vais venir redresser par une diode de redressement, et je vais venir alimenter à mon tour le circuit intégré en pin 5. Donc l'alimentation ne se fera plus d'ici, elle se fera comme ça. Ici, on arrive sur le bobinage secondaire de l'alimentation. On passe par une double diode qui, elle, est HS. Donc celle-là, on l'a changée. Ensuite, ça c'est un petit filtrage. Ici, on a un condensateur de lissage, C3, le 680 microfarads 35 volts. Ensuite, on a un autre, c'est C5 de 220 microfarads 35 volts. Ici, on a une self qui sert également de filtrage. Ensuite, un autre condensateur, c'est le C4, le 100 microfarads 35 volts. Ensuite, ici, on a
une double bobine. Donc sur un petit noyau, on a 2 bobinages qui sont créés pour aller me fournir mon plus 24 volts et mon GND ici avec le moins. Je passe par le bobinage et je retourne ici le GND. Et ce GND, il provient d'ici en fait. Il est relié. Donc une fois qu'on a ça, il faut que notre circuit intégré, lui, qui commande l'alimentation, sache la tension que je vais avoir ici en sortie. J'ai un système qui s'appelle la régulation, que vous voyez ici, qui sert à dire au circuit intégré qui commande l'alimentation s'il faut envoyer plus de tension ou pas dans le secondaire. Donc, admettons qu'au lieu d'avoir 24 volts, j'ai 5 volts en sortie. Eh bien, grâce à ce système-là, lorsque la diode ici va envoyer un signal lumineux dans mon transistor qui est dans l'optocoupleur, le PC817, eh ben, je vais venir dire au circuit intégré, il faut que tu envoies plus de tension dans le montage. Donc, ma tension de plus 5 volts, elle va remonter. Si je suis à 10 volts, admettons, eh ben, le circuit va dire à nouveau au circuit intégré, il faut que tu envoies encore plus de sauce. Donc là, si j'arrive à 24 volts, qui est la tension qu'on doit avoir, lui, il va dire, c'est bon, t'es bien. Si jamais je monte de trop, que j'arrive à 35 volts, par exemple, donc là, c'est bien de trop, eh bien là, je vais venir, grâce à la régulation, je vais venir dire au circuit intégré, il faut que tu envoies moins de tension. Donc je parle en disant moins de tension, c'est pour que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo comprennent un peu comment que ça fonctionne. Donc j'utilise des mots très simples. Donc là, on a un TL431. La pin 2 est reliée au GND, c'est l'anode. La pin 3, c'est la cathode. Et la pin 1, c'est la référence. La tension de référence ici, en fait. Donc on a la sortie 24 volts qui passe par une résistance de forte valeur, 71 kΩ. Et je viens envoyer une tension de référence. Grâce à cette tension de référence, je vais venir commander ma diode ici, qui va à son tour commander la photodiode qu'on a dans l'optocoupleur. Lorsque moi j'ai une panne sur une alimentation en découpage, alors si c'est une panne dans le primaire, je vais pas chercher à savoir si mon optocoupleur est bon ou si le TL431 est bon. Certains vont le tester au multimètre et voir que c'est bon en mode diode, donc ils vont laisser ça. Et si on laisse ça, et qu'il y a un défaut dans un des deux composants, eh bien mon primaire va dégager encore une fois. Donc moi systématiquement, et c'est pas pour le prix que c'est, il y en a pour 15 centimes les deux composants. Donc c'est pas la mer à boire de changer ces deux composants là. Donc moi je les inclus d'office, je les change. Comme ça je sais que j'ai pas de soucis dans ma régulation. Ça arrive que des fois on ait des diodes Zener qui soient ici, autour du TL431. Et bien là, il faut les contrôler également en mode diode. J'ai vu souvent sur les télés, alors c'était les télés à tube cathodique. Donc c'est très vieux comme fonctionnement. J'ai ici la carte. Donc ça, c'était l'intérieur du tube cathodique. Donc j'envoyais c'est un canon. Vous voyez, il y a 3 trous dedans. Donc j'envoyais le rouge pour la couleur rouge, le bleu et le vert. Donc ça, c'est une électrode d'accélération. Donc ça, on verra pas ça dans cette vidéo. Vu que la technique n'est plus trop utilisée, ça sert à rien de se focaliser là-dessus. Mais voilà un peu le système qu'on avait. Donc il y avait le châssis Thomson, par exemple, de la marque Thomson. Et le châssis, c'était du TX807. Et il y avait une petite diode Zener je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 8,2 volts.
Et lorsqu'il y avait une panne d'alimentation dans le primaire qu'il avait dégagé, et ben cette diode Zener était HS. Et si jamais on la changeait pas, eh bien l'alimentation claquait de nouveau lorsqu'on mettait sous tension. Voilà toute l'importance de la régulation. Il faut bien vérifier tout ça. Dans notre cas, j'ai eu un souci de régulation en même temps que la double diode qui était cramée ici. Donc, j'ai bien vérifié l'optocoupleur, le TL431. J'ai changé les composants pour ce que ça coûte. On se ruine pas. Donc, la tension de régulation qui allait dans le circuit intégré était bonne. Par contre, le circuit intégré, lui, n'arrivait pas à envoyer assez de jus dans la gâche de mon MOSFET. Donc, il n'arrivait pas à envoyer assez de sauce pour avoir une tension supérieure à 5 volts. J'avais 5 volts ici en sortie. Alors maintenant, bon, j'ai enlevé mon multimètre, mais j'ai bien mon plus 24 volts en sortie de cette alimentation, donc sur ce fil-là. Et j'ai ma petite LED qui s'allume en vert. Donc l'alimentation fonctionne. Donc il a fallu que je change quand même quelques composants. Il y a le circuit intégré, il y a l'optocoupleur, l'OTL431, plus la double diode ici. Donc ça coûte pas très cher hein, au final. Avec le circuit intégré, les frais de port, j'en ai pour à peu près, de tout ce que j'ai changé, j'en ai pour 1 euro. Donc vous voyez, je ne me suis pas ruiné pour dépanner cette alimentation. C'est cool, une alimentation de sauver. Je viens de rajouter sur le schéma la valeur de ma diode D1 ici. C'est une FR207. Donc on est aux alentours de 70 volts, 2 ampères. Maximum hein, que peut supporter cette diode. Il n'y a pas 70 volts qui va passer tout de suite dans la diode. C'est uniquement la tension que peut supporter la diode. Le MOSFET Q1, sa valeur, c'est 6N60. Donc très classique également comme référence. Donc je ne sais pas si vous voyez beaucoup, mais en fait là je suis en train de filmer l'écran du microscope en fait. Donc j'ai passé l'électronique sous le microscope pour avoir la référence de notre circuit intégré U1 qui est en 6 pattes. Donc sa référence c'est du 73F49P. P comme Patricia. Je viens d'ajouter donc la référence sur le schéma pour U1 73F49P en 6 broches. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut. Plus il y aura de pouces vers le haut, plus la vidéo sera diffusée. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça m'amuse de lire tous vos commentaires. Je sais que cette vidéo ne plaira pas à tout le monde, forcément. Avant de vous laisser, je tenais quand même à dire un énorme merci à vous tous qui nous suivez sur cette chaîne Triac Affaires. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Allez, bye bye, salut, salut!